Bruno Saint-Jean, bonjour. Comment ça va? Et toi? Et vous-même, pardon. Non, c'est vrai que la règle, c'est qu'on se vous voit en interview. Comment? Quoi? Ça va? Bon, c'est comme ça. Bon, bah, on se dit tu. Allez, on se dit tu. Ça marche. Ça fait un bout de temps que tu m'as parlé tout d'un coup en me disant tu. Oui, mais c'est pas des Moi, interviews. je n'osais pas, mais toi, tu m'as laissé. Je sais plus dans quel ordre. Tu m'as donné l'autorisation. Donc, tu es né le 5 décembre 1943 à Paris. Non, je suis né le 5 décembre. 5 décembre. Ouais. Et c'est donc la date la plus funeste dans l'histoire de l'humanité, à cause de la mort de Mozart. Et c'est la date la plus funeste personnellement pour moi, parce que je suis né. J'aurais ma devise, et depuis, c'est naître qu'il n'aurait pas fallu. Voilà, donc au moins c'est clair. Mais je suis né effectivement le 5 décembre. Et quand vous imaginez que. Attends. Si Mozart était mort le 7 décembre, on aurait 2 chefs-d'œuvre de plus. 2 chefs-d'œuvre de plus. Donc il suffisait qu'ils vivent quelques jours encore pour accomplir. C'est quelque chose à la fois tragique et monstrueux. On imagine que cet être, absolument, il était à la somme même de la maîtrise, tout ce qu'il avait à dire, il était devenu tellement émouvant. Tu comprends pas? Si, bien sûr que si. Le dernier le quintet avec clarinette, le dernier concerto pour piano, le quintet en mi bémol majeur, en mi bémol majeur. Le requiem aussi. Le requiem, oui, mais il l'aurait fini. Ah oui, c'est vrai. Ben, voyons. Alors qu'est-ce qu'on entend maintenant, une fois qu'on est passé après le Lacrimosa, on entend une musique tout à fait zéro. C'est du Stamitz. C'est rien. C'est rien. C'est un peu sévère. Non, bah machin, c'est comment ça s'appelle déjà le Schmeyer. Ah oui, bah, c'est lui qui l'a fait officiellement, je crois, c'est lui qui l'a terminé officiellement. Oui, il a terminé, oui, mais il a écrit de la musique de rien, de zéro. C'est inaudible. Et il s'occupait de la femme de Mozart, bon, c'est peut-être que ça libérait peut-être Mozart un petit peu de il pouvait travailler pendant ce temps-là. Bon. Ça, c'est une interview qui commence bien. Alors, Bruno, on sait que tu aimes te présenter comme musicien, violoniste. Hein. Je t'ai découvert, moi, comme violoniste en allant sur ton site. Je ne savais pas du tout comment tu jouais. Tu es un superbe violoniste. Tu as un site où tu parles, je te poserai une question d'ailleurs par rapport à ça tout à l'heure, où tu présentes des vidéos, où tu présentes toute ta filmographie, où tu parles de toi. Et il y a des vidéos où tu joues et c'est génial. Il y a quoi? Il y a le scherzo de la sonate Le Printemps de mémoire, il y a un Defalia qui est magnifique aussi, il y a pas mal de choses. À la danse du oui, c'est ça. Avec un superbe pianiste, un jeune pianiste. Oui, Alek Poliansky. Magnifique. On avait donné un récital à Moscou ensemble. D'accord. Et alors, joué une sonate de Bach, si je me souviens bien. J'ai eu plein d'autres choses, et puis la danse de Faya. Oui, c'est ça. Par Kreiser. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Alors tu as étudié le violon où, toi? Tu as étudié le violon à quel endroit, où, comment? Ça s'est passé comment? J'ai étudié d'abord dans le train entre Épinal et Paris. Pendant 4 heures. 4 heures, c'est passé magique, de suite. Et on venait de me donner mon violon que je réclamais à mes parents depuis des années. Et tu avais quel âge à ce moment-là? C'était très tard, j'avais déjà 12 ans. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah oui, souvent pour le violon, on entend, on commence à 4 ans et tout. J'avais commencé la musique bien avant, et surtout je connaissais tout le répertoire, parce que j'avais acheté toutes les partitions. J'avais été écouter des tas de concerts, mais j'avais jamais touché un violon. D'accord, c'est extraordinaire. Et donc je suis sorti, je me suis enfermé dans les chiottes, et j'ai travaillé comme un fou pendant 4 heures, et à la sortie j'arrivais à jouer quand même de manière à peu près reconnaissable la première page du 5e concerto de Mozart. Non mais attends, non. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. De manière reconnaissable. Ça fait quand même pas mal. Oui, enfin bon, on voit l'exigence que tu as par rapport à tes films, l'exigence que tu as en général, donc on imagine ce que ça veut dire. Malade, tellement je l'aimais, c'était extraordinaire. J'ai tellement adoré ça. Et alors j'ai rapidement trouvé pourquoi les cordes mi, la, ré, sol. Bon, puis je me suis dit, il y a une logique, donc il faut mettre un premier doigt pour faire, à partir du sol pour faire le la, un autre doigt pour mettre le si, un autre doigt pour do, et après on passe à l'accord de vide en ré. Donc, c'est assez. Alors, il a fallu trouver quand même l'écart des demi-tons par rapport au ton. Bon, et ça, dès que tu es musicien, tu peux y arriver. Alors, l'archet,
bon, j'ai compris très vite qu'on pouvait le diviser, qu'on pouvait faire du spiccato, qu'on pouvait faire du staccato, qu'on pouvait faire du legato, tout ça. Bon, Tu es en train de me dire que tu n'as jamais eu de preuve en fait. non, mais attends. Ça, c'était le résultat des observations pendant les années où je réclamais mon violon, que mes parents ne m'ont pas donné. Tu comprends? C'est Donc, avant que tu l'aies eu. j'ai énormément observé. Ce qui fait que quand les parents m'ont dit que je n'aurais pas de leçon de violon tant que je ne serais pas premier en classe. Donc il m'a fallu attendre de Noël à Pâques pour devenir premier en classe. Et là, j'ai eu au mois de mai, j'ai eu ma première leçon avec Mademoiselle Carré. On parle de motivation, super. On parle de motivation souvent. Mademoiselle Carré était stupéfaite parce que on a dit que je n'avais jamais pris un cours de violon, que j'avais commencé tout seul il y a 3 mois, et je lui ai joué le poème de Chausson et la sonate en ré majeur de Handel. Ah oui, d'accord, c'est tout. Je me souviens très bien, et le poème de Chausson, ça me rendait malade. Attends, la beauté de cette musique. Cette machin qui est totalement donné à la poésie et à la beauté de ces mélodies, ces entre-là wagnériens, etc. C'est extraordinaire. C'est de la musique magnifique. Très Extraordinaire. Il y avait une qualité de composition chez tous les compositeurs français de cette époque-là, fin 19e, début 20e. C'est prodigieux ces gens-là. Attends, et Chausson, le concert, tu connais le concert pour violon, piano et quatuor à cordes? Non, je ne connais pas. C'est un chef-d'œuvre absolument prodigieux. Alors une partie de piano qui est simplement injouable, mais que Epsiba jouait merveilleusement bien, que tout ce monde a joué. C'est extraordinaire. Epsiba Menuhin, la sœur de Yehudi Menuhin. Ah oui, c'est la sœur de Yehudi. Et ils ont joué ça, paraît-il, en 40. Et je voudrais bien trouver un enregistrement de ça. En 40, lorsqu'il Yehudi est arrivé en Australie pour voir sa sœur, il a tourné de 3 mois avec Epsiba. Et ils ont joué le concert de Chausson parmi beaucoup de choses, mais ça n'a pas été enregistré. Parce que Yehudi l'a enregistré beaucoup plus tard, en 52, avec Louis Kentner et le quatuor Pascal. D'accord. Alors, tu es encore plus connu comme cinéaste que comme violoniste, un documentariste musical et comme écrivain. Alors ta filmographie est immense. Je ne vais pas tous les dire, mais on en a parlé. Yehudi Menuhin, Glenn Gould, Dietrich Fischer-Dieskau, David Oistrakh, Michael Tilson Thomas. Tout est sur ton site, tous les films sont précisés sur ton site. Attends, là, tu penses que tu ne parles que de ceux qui ont un grand nom. Oui, bah, je vais continuer. Murray Peraya, des Orankis, Oktad Koksis, Victoria Postnikova, Julia Varadi, Nadia Boulanger. Julia Varadi, dont on va parler tout à l'heure, parce qu'on a vu le film aujourd'hui, à la Bergerie de Nohant. Il y a beaucoup de films sur des jeunes. Je vais te dire que. Alors, je les ai notés à la fin, j'ai fait ça. Oui, personne ne connaissait. Oui. C'est incroyable. Oui, dans les jeunes, il y a le Quatuor Araot, Klaus Makela, enfin tous les derniers que tu as fait. Je les ai prenés un petit peu dans l'ordre chronologique. Valéry Sokolov. Valéry Sokolov, effectivement. Bon. Piotr Anderzewski. Piotr, à l'époque, il était très jeune. Oui, il y a eu beaucoup de Gilles Lapape. Oui, Gilles Lapape, forcément. C'était très amusant, on travaillait pas loin. Polydirectionnel, on peut dire. Il jouait à peu près tout. Ça a été vraiment, et à chaque fois, je crois avoir adapté mon style à la personne qui était on l'a vu avec Julia Varadi tout à l'heure. L'autre jour, il y a une copine à moi qui me dit non, t'as pratiquement jamais fait une filmée de femme. Je dis, attendez, Victoria Postnikova. Nadia Boulanger, je ne sais pas qu'elle était. Oui, à 90 ans, elle n'était pas non plus. Bon, mais elle était géniale. Son cerveau fonctionnait merveilleusement bien. Il y a Marie-Claire Alain, génial. Bien sûr. Génial. Bon, elle a été projetée ici d'ailleurs. Victoria Postnikova avant tout le monde. Bon. Et donc il y a tout un paquet. Puis je lui ai dit, attends, je ne fais pas des films en fonction du sexe. Non. Non. Oui, il y a toujours une petite revendication féministe. C'est bizarre. Enfin voilà. Et alors, tu as été ami personnel de plusieurs d'entre eux, notamment Glenn Gould et Yehudi Menuhin, tu l'as redit pendant la causerie, alors tu as eu plusieurs vies. Quelques souvenirs peut-être avec ces monstres qui sont des êtres humains fabuleux, aussi bien Glenn, comme tu dis, tu l'appelles Glenn, que Yehudi. Désolé, oui. Non, c'est pas du tout. Non, mais désolé, ça fait très. On était tellement liés. C'est pas vrai de Richter. Je n'ai jamais appelé Sviatoslav. On l'appelait Maestro. Maestro. On ne disait pas le maestro, on disait maestro. C'est comme si c'était son prénom. D'accord. Tu vois, c'est bizarre. Et pourtant, j'étais très lié à lui quand même à la fin. Je le connaissais depuis très longtemps. À chaque fois que je le voyais, il était absolument adorable. Et quand on a fait le film,
on a quand même passé les 2 dernières années de sa vie ensemble. Ouais. Mais il n'a jamais eu le. D'ailleurs, il appelait tout le monde, vous voyez tout le monde. Tout le monde. Y compris sa compagne. D'accord, ok. C'est un esprit, hein. Tu vois. Donc lui, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu non plus cette connivence. On a eu cette connivence quotidienne pendant le tournage du film, pendant l'élaboration du film, disons. Mais il n'y a jamais eu cette. Je veux dire, il débarquait pas chez moi sans prévenir. Non. D'accord. Non, mais il est quand même débarqué chez moi une fois, mais c'était quand même très prévenu. Voilà. Et, alors, ouais. Enfin, j'étais ami de tous les gens que j'ai tournés. oui, Non. Tous. Ah bah, c'est toi qui le sais, hein, c'est pas moi, mais oui, on sent dans le film sur. Attends, récemment, le film avec Klaus Pakela, on est devenu très liés, tu vois, très liés, mais vraiment. Tout le monde, ça a été tellement important. Le Quatuor Arad, moi je suis très copain avec tous les membres du Quatuor, et puis particulièrement avec Jonathan, bien entendu, il y en a toujours David Frey. Oui. David Frey, c'est pas une merveille. Oui, si. Francesco Piemontesi aussi. Francesco Piemontesi. Avec Francesco, ça a été plus disons, c'était plus épisodique. Forcément. De toute façon, il vit à Berlin. On se voit quand il a un concert, comme ça, mais il n'y a pas non plus de rapport instantané, comme avec Victoria. Victoria, bon, je la connais depuis. On s'est connus en 66 au concours de Leeds. C'est parce que tu parles encore mieux le russe que l'italien, peut-être. Que le français. Victoria Postigua, tu parles en russe, et Francesco, tu parlais. Ah oui, il parle parfaitement français, lui, c'est vrai. Non, alors on a fait le film en français et en italien. Oui, je me Il rappelle. y a des parties en italien et des parties en français. Ça, j'y tiens beaucoup. Avec Maurizio Pollini, on a fait ça en italien. Ouais. C'est même la seule chose dont je peux faire. À propos de ce film, tu veux dire. Alors, on se souvient que c'est grâce à une grève télévisuelle en 1974 que Glenn Gould est devenu d'un seul coup célèbre grâce à un de tes films. Attends, célèbre. C'était visuel. Célèbre en Europe ou en France. Oui, en France. En France, je parlais en France là. Mais bon, déjà en France, il y avait du retard à Non, rattraper. mais il était sûr, plus que connu au Canada, en Amérique, aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Et puis à Moscou, en URSS. On va reparler de Glenn Gould à Moscou tout à l'heure. D'accord. Et donc, ça a été d'un seul coup, du jour au lendemain, c'est devenu. Ça a été quelque chose d'absolument ahurissant, parce que il y a voilà. eu une grève à la téloche française. Il y avait 3 chaînes à l'époque. Deux ou Même, trois, deux. je sais pas. En tout cas, voilà. Et il y avait une grève, et c'était prévu de passer. Le premier film était programmé pour le samedi 30 novembre 1975. 75, oui. On avait tourné en 74. Non, 74, je crois. 74. Oui, Attends, que je ne bouge pas. Non, on a tourné janvier-février. J'ai fait le montage de 74, voilà. Et le premier film samedi, 30 novembre, le second film le 6 décembre, etc. jusqu'à Noël. Bon. Et le 30 novembre, ils ont annoncé une grève. Et comme les samedis soirs, c'était des programmes de variété qui étaient en direct, il fallait bien mettre quelque chose. Oui, c'est ça, voilà. Je me rappelle très bien. Et donc ils ont collé mon film sur Gould, et les gens qui ont regardé la télévision n'ont pas pu. S'ils voulaient regarder la télévision, il n'y avait rien d'autre. Voilà. Moi, j'étais très T'imagines, content. Je l'ai vu, moi, j'étais très content. C'était absolument incroyable. Voilà, donc Glenn est devenu un mythe en du France. jour au lendemain. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le sentiment que j'ai eu. Moi. Mon père était fan de Glenn Gould. Tu l'avais vu passer ? Oui, je l'ai vu, ce film. Ouais. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. 14, oui. On va pas parler de moi. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être une allégorie du fait qu'on fasse aussi peu de cas de la musique classique dans les médias télévisuels en général ? À l'époque déjà, mais aujourd'hui, maintenant aussi, c'est terrible ça. Maintenant, je trouve pas ça terrible, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est une catastrophe. C'est pas la téloche, moi je déteste la télévision, je te dirais. Mais la télévision, elle a une vocation, en tout cas du côté de ce qu'on appelle Arte, à s'extirper de la notion d'actualité. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Alors, c'est fait pour créer du patrimoine. Ok ? Bien. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans le patrimoine
artistique européen que la musique. Il n'y en a pas. Dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la peinture, il y a des arts fabuleux au Japon, en Chine, dans tous les pays d'Afrique. Je trouve que tu vas toujours. Bon, la musique, le phénomène musical européen, qui fait que je ne dis pas que c'est une musique qui exclut tous les autres, hein, mais c'est une musique qui est du jour où il a fallu l'écrire, donc du jour où on a inventé un processus d'écrit pour écrire la musique est devenue la musique polyphonique. C'est ça. Et ça, c'est la musique occidentale. Ça vante. Voilà, c'est la musique polyphonique. Voilà. Alors, toutes les autres musiques sont monophoniques, c'est-à-dire on entend les gens chanter ou la flûte faire quelque chose, et puis dessous il y a peut-être un élément rythmique qui est mis derrière, mais il n'y a pas la polyphonie, c'est-à-dire la superposition des sons, et voilà. Et donc, le patrimoine musical européen est la chose la plus précieuse que l'Europe, enfin que l'Occident, mais l'Europe, oui, surtout, a apporté au domaine de l'art. C'est tout simplement. Donc c'est le patrimoine. Quand je vois tous ces mômes, je les arrête dans la rue. Ils ont des pendentifs, ils écoutent, soi-disant de la musique. Alors je leur dis, voilà, vous écoutez du Mozart, n'est-ce pas? On me regarde comme ça, comme si je les injuriais. Bon. Alors la plupart du temps, ils me disent, ah, moi j'aime bien tout. Alors, je veux dire, t'aimes bien tout, ça veut dire que t'aimes rien. Ça veut dire que la polka des patineurs et le requiem de Mozart, c'est la même chose. C'est kiff-kiff, il n'y a pas de hiérarchie. C'est consternant. Bon, voilà, donc c'est... non, mais je trouve ça terrible, terrible, terrible. Et que... Alors, maintenant, comment faire avec la musique? Comment filmer la musique? Ça, c'est un problème. C'est un grave problème. Et on ne peut pas donner ça dans les mains de n'importe qui. Et je trouve que la plupart du temps, c'est pas joli. Je repense à une intervention qu'il y a eu pendant cette conférence d'une auditrice, d'une spectatrice qui te disait tout le bien qu'elle pensait de ta manière de filmer. Moi, je peux aller que dans ce sens. C'est quasiment des scénarios, tes documentaires. C'est presque le film qu'on a vu tout à l'heure sur Julia Baradi. Je pense au moment où elle se marie, où tu présentes une scène de mariage d'un opéra, je ne sais plus quel opéra d'ailleurs. On voit, c'est un scénario, quoi. C'est formidable. Comme tu dis, c'est du cinéma. Qu'est-ce que j'aime, Julia? Qu'est-ce que j'ai aimé, je l'aime, attends, on continue en tout cas à se parler, à se voir. Je ne vais pas tellement souvent sur les bords du lac de Starnberg, mais j'y étais quand même il n'y a pas trop longtemps. Mais on se parle de temps en temps au téléphone, c'est un délice. Et puis alors, on a quand même beaucoup préparé la sortie de mon énorme coffret sur Fischer & Scout, avec mes 9 films, etc. On l'a préparé ensemble. Donc le bouquin qui va avec, c'est avec Julia qu'on l'a fait. Donc on a une collaboration absolument extraordinaire. Et puis elle est simplement irrésistible par son chant, évidemment. Alors, sur sa voix, moi, là où on a dit tous les superlatifs qui sont complètement vérifiables si on l'écoute, mais ce qui m'hallucine le plus, moi, c'est l'égalité de puissance et de finesse qu'elle a dans l'aigu et dans le grave. C'est une tessiture incroyable. Ça, moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça, tout simplement. Elle est unique. Elle est absolument unique. Ouais. Et comme tu dis, c'est une synthèse entre Elisabeth Schwarzkopf et Maria Callas. On ne peut pas dire mieux. Ouais. Il y a le côté grande dramaturge de l'une, côté dramatique de Callas, et le côté vraiment finesse de... Infiniment extraordinaire de Schwarzkopf. Et les deux répertoires. Parce que Schwarzkopf elle chante un répertoire, Callas chante un autre répertoire. Ouais, la malheureuse Callas, elle a chanté surtout du Bellini et des machins comme ça. Bon, c'est pas. Moi, je ne serais pas contenté. Hein, mais enfin, bon. Walter Legg avait décidé que Schwarzkopf aurait Mozart, Strauss et une partie de Verdi, que Callas aurait Bellini, Rossini et Puccini. Ouais, c'est l'atavisme bon. peut-être. Alors, je crois qu'elle a chanté 2 arias de Mozart quand même. Et puis elle a chanté Carmen. Ouais. Quand même. Ah non, mais attends, pour le reste, l'opéra italien. Je veux dire, j'ai rien contre l'opéra italien, il existe tel qu'il est, mais c'est comme une musique extraordinairement primitive. Et je m'en serais pas. Non, mais attends, moi, je me serais pas contenté de jouer du Paganini. Non. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, le Paganini, là, de temps en temps, il a des belles mélodies et de bel canto, tu sais. Voilà. Oui, c'est pas Brahms. En dehors des cabrioles. Sur la construction, c'est pas Brahms. C'est pas Brahms, voilà. Donc, je suis contenté que de musique italienne. Oh là là, moi, j'aurais pas aimé, toi. Bon. Par rapport à ce que vous disiez sur la musique et l'importance de la musique, on repense évidemment à la citation bien connue de Friedrich Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Donc tous les jeunes qui regardent cette interview, enlevez vos casques avec
disco ou du rap sur les oreilles. Et Attends, écouter- les jeunes ou pas les jeunes, parce que moi, Oui, c'est vrai. Je vais te dire, attends, quand j'étais en Angleterre, quand j'avais 12 ans, un truc comme ça, mes copains, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils écoutaient, ça s'appelait du skiffle. À l'époque, c'était l'équivalent du rap rock machin d'aujourd'hui. Hein. Et ils me considéraient comme un mec, mais complètement marginal. Oui, oui. Parce que j'adorais Tchaïkovski, que j'écoutais Bartok, mais complètement marginal. Donc c'était pas. J'étais jeune, comme les gens pas que j'agresse, mais que j'interpelle dans la rue. Alors de temps en temps, l'autre jour dans un avion où j'allais à Amsterdam, je tombe sur attends, j'ai mis ma valise sur le rack, quoi. Et j'ai arrêté, je me suis arrêté subitement. Le type qui était derrière moi m'a un peu heurté, donc je me suis excusé, il s'est excusé, il a été prendre sa place, moi j'ai sorti un bouquin, et puis je suis retourné à ma place, et il se trouvait que j'étais à côté de ce gars-là. Bon. Et il avait son pendentif, je lui ai dit, alors vous écoutez Mozart, effectivement. Et il me dit, oh, la messe en ut mineur, mais quelle merveille. C'est vrai Ah, formidable. Voilà. C'est à noter. C'était Ça. formidable. Ouais. Bruno Mont-Saint-Jean, dans un de tes livres, je crois que c'est Chemin de traverse, mais je ne suis pas sûr, tu racontes une anecdote comme quoi Glenn Gould, pendant son voyage en URSS, était allé écouter Sviatoslav Richter et s'était enfoncé dans son fauteuil en réalisant la lenteur du tempo auquel ce dernier avait entamé la sonate de 1960 de Schubert. Je ne sais pas l'oreille absolue. C'est difficile à concevoir quand même. Est-ce que ça ne dit pas tout sur les différences incroyables qu'il peut y avoir entre deux artistes sur l'interprétation d'une même œuvre? Ben, je veux dire, j'ai posé la question à Richter. Pourquoi est-ce que vous avez adopté un tempo aussi lent dans la sonate pour si bémol majeur? C'est cohérent en plus. Il était au lit, il était tellement plus. Il me parlait comme ça. Je disais, et il m'a dit, vous avez regardé la partition? Je dis oui. Il m'a dit, qu'est-ce qui est marqué? Il a marqué molto moderato. Il dit, je n'ai pas pris assez molto. Ouais, et donc Glenn a été absolument stupéfait par cette interprétation. Il a dit qu'il a rarement été aussi scotché. Oui, c'est ça. Au début, il se disait je vais jamais tenir jusqu'au bout parce que c'était pas sa musique en plus, vraiment, Schubert. Et après, on voit qu'il raconte, il dit finalement c'était une divine longueur, quoi, parce qu'on dit une divine longueur. Et c'était le résultat, à la fois, il avait réussi à calculer tout et à donner le sentiment de la spontanéité. Ah bah c'est ça, Richter, c'est... Ah oui, mais sauf que Richter ne calculait rien en fait. Il détestait l'analyse. Il avait, je crois qu'il avait un calcul qui était naturel, spontané. Ah bah, il travaillait de 14 heures par jour, Non, 3 heures. Ah bon, pas plus que ça? Tu n'as pas vu mon film? Oui, je travaille 3 heures. Mais après, pas plus de 3 heures, jamais. Après, quand il est devenu... Alors je lui ai dit, mais il n'y a pas d'exception. Ah oui, quand j'ai appris la 7e sonate de Prokofiev, et que j'ai reçu le manuscrit, en 4 jours, j'ai dû la jouer. Donc là, il y a много работал. J'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'était pas 14 heures, ça devait être 16 heures ou 18 heures par jour. Ouais. Et les 3 heures, tu figures-toi, donc c'est après, bien entendu. Les 3 heures, c'était en moyenne. Je veux dire que, par exemple, s'il voyageait, il venait de Moscou à Paris en voiture. Il fallait quand même à peu près 3 jours, pendant lesquels il ne travaillait pas. Donc il avait 9 heures à rattraper. Donc il bossait 9 heures. Donc les jours d'après, il travaillait 4, 5, 6 heures, etc. Quoi. Mais j'ai entendu dire aussi qu'après un récital, il reprenait tout le programme du récital lent. Lentement et sans expression. Lentement et sans expression, ça c'est incroyable. C'est une leçon pour les jeunes d'aujourd'hui. Il rentrait, il continuait. C'est pour ça qu'on le voyait rarement dans les dîners après. Il se remettait au piano. C'est dingue. Pour terminer, Bruno Mont-Saint-Jean, j'ai vu sur ton site, écrit par toi à ton sujet, mort attendue un 27 janvier, devinez pourquoi, année et lieu encore inconnus. Moi, j'ai pas deviné, ça veut dire quoi? Oh, si, tu vois. Non, j'ai pas deviné. Attends, je suis né quand? Le 5 décembre. Ouais. Donc je meurs le 27 janvier, non? J'ai pas pigé les calculs. Alors, le 5 décembre, donc non seulement j'ai eu le malheur de naître, mais l'univers a eu le malheur de voir Mozart mourir le 5 décembre. Donc moi je suis obligé de mourir le jour où il est né, c'était le 26 janvier. Okay. Voilà. Et donc tous les 26 janvier, je me dis c'est pour demain. Et tous les 27 janvier à minuit, je me dis ben, j'en ai encore pour au moins un an. Voilà, donc c'est clair.
Moi, je suis pédard avec ça. Non? Si, c'est super. Bruno Mont-Saint-Jean, merci beaucoup pour ces quelques Bah, je mots. t'en prie, c'est vraiment trop magnifique. gentil. Merci beaucoup.